Bonjour à tous, Françoise Gorga, je travaille à l'ANIA. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Ça fera venir les retardataires. Merci beaucoup à tous d'être là et merci beaucoup aux intervenants d'aujourd'hui de nous donner un peu de leur temps pour nous faire partager leur expérience. Juste quelques mots d'introduction. L'ANIA, donc, c'est le syndicat professionnel de l'industrie alimentaire. On représente les intérêts des entreprises agroalimentaires en France. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est prospective et innovation. Il y a plein de façons d'innover et on sait que l'innovation, c'est un levier de compétitivité et de croissance. Et la compétitivité et la croissance, en ce moment, c'est important. Il y a plein de façons d'innover, mais les personnes que vous allez, enfin les témoins que vous allez écouter aujourd'hui ont choisi une voie un peu alternative, c'est-à-dire de travailler, enfin les entreprises ont choisi de travailler avec des experts extérieurs capables d'apporter une vision, une approche peut-être déjà différente, plus euh, originale par rapport à un projet d'innovation qui aurait été mené entièrement en interne. Vous allez pouvoir assister aujourd'hui à deux duos de témoins. Donc, voilà, le premier, Nicolas Papadopoulos et Nicolas Facon, donc le DG de Dossi et le cofondateur de Possible Future, qui ont travaillé ensemble et qui vont vous faire part de leur expérience. Le second duo, du coup, ce sera composé de Christine Fontenot, des Brioches Fontenot, et Mathieu Legac, donc, qui est patron de Startup Palace. Et le dernier intervenant sera donc Christophe Talek, qui travaille chez Hello Tomorrow. Ils ont tous les cinq une expérience de ce qu'on appelle l'open innovation, le fait d'innover en prenant toutes les compétences qu'on peut avoir dans son écosystème. Et je les remercie à nouveau de partager cela avec nous. Juste quelques informations d'organisation pour le webinaire. Il est enregistré. Il sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Il sera enregistré jusqu'aux questions. Donc, juste pour que vous le sachiez. Vous aurez accès de nouveau aux présentations qui seront faites aujourd'hui, mais la partie questions-réponses, échanges ne sera pas en ligne. Je vous demande de couper vos micros, évidemment, et de poser vos questions dans le chat. C'est nous, l'équipe de l'ANIA, qui les adresserons après les 5 interventions aux destinataires des questions. Voilà, donc vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans le chat. C'est nous qui les adresserons ensuite lors du temps d'échange aux intervenants. Voilà, donc webinaire enregistré, replay accessible, fermez vos micros, posez vos questions dans le chat et je pense qu'on peut y aller. Du coup, Thomas, Nicolas, c'est à vous. The floor is yours. Merci Françoise. Alors, bonjour à tous. Donc, mon nom est bien Thomas Papadopoulos et pas Nicolas. On a un autre Nicolas, c'est Nicolas Facon. Moi, je suis l'heureux cofondateur de Possible Future, donc ce studio d'innovation dédié à la création de nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux business. On travaille pour des clients grandes entreprises en France et à l'étranger. Alors, par rapport à ta question, Françoise, est-ce qu'il faut externaliser sa R&D Et en fait, derrière cette étrange question, pour nous, se cache une réalité, puisque depuis plusieurs années, on observe des entreprises qui doivent finalement réapprendre à innover. Pour deux raisons, parce que les usages et attentes des consommateurs évoluent elles-mêmes à vitesse grand V, et aussi parce que on voit apparaître de nouvelles formes de concurrence dans le radar de ces entreprises qui les obligent à se remettre en question très rapidement. Bon, alors, nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux modes de distribution, développement rapide de ce qu'on appelle des DNVB. On sait que les facteurs de mutation, mais aussi les opportunités de croissance, comme tu le rappelais, sont multiples. Maintenant, il faut les saisir. Ce qu'on observe aussi, c'est que du côté des entreprises, c'est plus compliqué. On a hyper spécialisé les compétences. On sait que les organisations sont très silotées. On a affaire à de formidables machines industrielles, mais quand il faut innover, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, c'est comme si le fonctionnement de ces entreprises n'était pas adapté. Pour innover, du coup, il faut bousculer les codes internes, il faut bousculer les organisations historiques, il faut intégrer ce fameux esprit start-up. La question qu'on se pose finalement, c'est est-ce que ces entreprises, elles peuvent intégrer cette culture de l'innovation ou bien est-ce qu'il faut la confier à des partenaires externes en l'excubant, comme on dit. Donc, pour tenter de répondre à cette question, moi j'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas Facon,
qui est l'actuel directeur général France de Dossi. En réalité, avec ses équipes, on a eu l'occasion d'aborder ce sujet il y a 2 ans en travaillant ensemble sur un projet qui a permis de faire bouger les lignes en interne chez Dossi, mais aussi sur le marché. Mais ça, on y reviendra. Bon, bonjour Nicolas. Bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Pour commencer, il paraît important de resituer le groupe Dossi sur son marché. Et d'ailleurs, est-ce qu'on dit encore Dossi ou est-ce qu'on dit Eureden? Ouais, c'est une bonne question parce que le nom de Eureden est encore nouveau. En fait, Eureden, c'est la réunion de 2 groupes coopératifs, Triskalia et Dossi, qui se sont réunis depuis janvier 2020. Et aujourd'hui, en fait, c'est 20 000 adhérents, agriculteurs coopérateurs, 9 000 salariés, 60 sites industriels, et puis également 300 magasins de détail à la fois destinés aux agriculteurs et au grand public. L'objectif de la création d'Eureden, c'est de créer en fait un groupe agroalimentaire coopératif de taille nationale et européenne, et de bénéficier de cet effet de taille à la fois sur l'amont, sur la production agricole, et puis également sur l'aval, c'est la transformation, commercialisation, dans l'idée de toujours mieux valoriser en fait les matières premières produites par nos agriculteurs. Donc il y a une notion de territoire aussi, puisque c'est un groupe breton, et donc qui est voué à un certain nombre de filières en fait agroalimentaires bretonnes. Bon, 2020, ça a été une année particulière. On en a tous été témoins. Le secteur agroalimentaire, il n'a pas été épargné. Comment le groupe a vécu cette période? Je dirais un petit peu comme tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 enjeux. Le premier, véritablement, ça a été la sécurité sanitaire en fait de nos personnels. Et l'enjeu, effectivement, c'était de mettre tout le monde en sécurité, d'éviter la contamination et les clusters, à la fois pour la sécurité individuelle et puis également pour notre capacité à continuer nos affaires. Donc, on a plutôt bien performé. Alors, c'est vrai que l'ouest de la France a été moins touché que d'autres régions, et on le voit encore. Mais on a eu effectivement à la fois, on a évité en fait tout cluster en fait dans nos usines jusqu'à présent. Et puis, on a eu un taux d'absentéisme également très faible. On a eu 6% au pic de la pandémie, donc ça a plutôt été un succès. Et le deuxième enjeu, alors il est évident, c'est l'enjeu opérationnel, c'est celui de la continuité des affaires, la fameuse deuxième ligne, dont l'industrie agroalimentaire a été un des maillons importants. Voilà, parce qu'il a fallu faire face à l'accélération soudaine des ventes, et c'était il y a 1 an. Effectivement, on a eu une explosion des ventes. Et puis, plus particulièrement, en fait, sur notre activité, ça s'est doublé d'une mauvaise année en termes de récolte. Donc avec des récoltes légumières, en fait, qui n'ont pas été du tout à la hauteur des programmes. Donc, on a eu cette pression à la fois de vente accélérée et puis également de moins de quantité disponible à produire. Donc, pas mal de tensions, en fait, sur nos stocks et notre capacité à fournir. Et ça, c'était le deuxième enjeu qui était crucial, évidemment. Ouais. Alors, on sait que dans ces périodes-là, dès qu'il y a de la contrainte, il y a de l'innovation. Ce qu'on retient de cette période, et ça on en parlait, c'est beaucoup de points positifs parce que la capacité des équipes à s'adapter à cette situation inédite, donc à réagir. On sait aussi que ça a été un moment où le travail des organisations a beaucoup évolué. Tu me disais toi-même que sur la partie digitale, on avait probablement gagné quelques années durant cette période. Bon, maintenant, si on imagine qu'on est un peu dans l'après, quels sont pour toi les grands enjeux du secteur pour les années à venir, ceux qui ont été influencés par la crise sanitaire? Oui, alors sur les qualités, je ne vais pas y revenir. Je pense que l'adaptation, on a dû tous faire face à ce management de l'incertitude, à nécessité de réactivité, adaptation de façon très rapide. Je pense que le maître mot, ça a été aussi innovation dans les façons de travailler, bien évidemment. Je pense que, comme tu l'as dit, le télétravail et le digital ont fait un bond en avant. Et puis moi, je voudrais souligner aussi le management de proximité parce que finalement, c'est les fondamentaux aussi qui ont permis de ce résultat. Les enjeux, en fait, sur notre filière, ils sont multiples. Il faut qu'on continue de renforcer, en fait, la filière, c'est-à-dire ce lien entre l'agricole et l'industriel.
on a un marché qui est en croissance et il faut qu'on soit au rendez-vous en fait de la demande et des ventes. Et puis, on a une particularité, nous, c'est qu'on constate quand même qu'on a des récoltes qui sont moins bonnes. Ça, c'est quand même un phénomène assez structurel, puisqu'en fait, c'est sous-tendu par deux choses. À la fois, on voit en fait le changement météo-climatique, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même des aléas qui font que arriver à produire en quantité et en qualité des légumes de plein champ, bah, ça devient plus difficile qu'avant. Et puis deuxièmement aussi, et ça c'est vertueux, hein, on est dans un programme de réduction accélérée en fait des intrants dans nos cultures, hein, des cultures de plus en plus vertueuses, mais effectivement ça a des conséquences sur notre capacité à produire et à mettre des produits sur le marché. Donc ça c'est vraiment la tension sur laquelle on doit travailler pour vraiment être au rendez-vous de notre métier en fait, hein, et de la fameuse souveraineté alimentaire. Ça c'est vraiment le rôle que je voulais souligner. Bon, je crois, et enfin, en fait, je sais que vous n'avez pas non plus chômé sur le terrain d'innovation, hein, pendant cette période, parce que vous avez même lancé plusieurs nouveaux produits qui ont fait un peu parler d'eux. Tu peux en dire un peu plus? Oui, alors on a lancé notre gamme bio en bocal en fait fin 2019, hein, juste avant la pandémie. On a voulu en faire leur donner une dimension supplémentaire, hein. On a appelé ça la gamme bio engagée. Il y avait une campagne de publicité qui était les légumes qui rendent fiers. On a vraiment voulu associer finalement notre métier avec une dimension supérieure et l'engagement de notre filière auprès des agriculteurs bio et en conversion. On a intégré en fait un système de réversion, hein, permettant en fait de soutenir et de financer la conversion au bio des agriculteurs et également dans la durée en fait de leur activité bio, hein, puisque le bio est par essence soumis à pas mal d'aléas en fait de production, hein, avec des récoltes, hein, qui peuvent varier de moins 30, moins 50, moins 70%, hein, selon. Donc il faut vraiment soutenir les agriculteurs et dans la durée. Cette gamme a très bien fonctionné en fait, hein. On a été élu meilleure innovation épicerie salée 2020 par LSA. Donc ça veut dire que cette gamme a rencontré en fait la demande consommateur. Et finalement sur le volet réversion, en moins de 9 mois, plutôt 6 mois de vente, finalement, on a réussi à collecter 120 000 € qui ont été intégralement réversés à 3 organisations de producteurs pour accompagner, encore une fois, nos agriculteurs bio et ceux qui sont en conversion. Donc, c'est un vrai succès à la fois d'un point de vue consommateur, mais également en termes d'impact pour le soutien à nos agriculteurs. Et ça a été un vrai succès sur lequel, évidemment, on va continuer à capitaliser. Bon, ça, c'est effectivement le sujet qu'on voulait prendre aujourd'hui en exemple parce que cette innovation, c'est le fruit d'un travail réalisé alors, conjointement entre tes équipes et Possible Futur il y a près de 2 ans. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir fait appel à un acteur externe pour travailler sur un sujet pareil alors que vous disposiez, et ça je peux le dire, hein, de toutes les meilleures compétences en interne pour le traiter? Oui, alors on a une très bonne équipe R&D, hein, c'est pas ça le débat. Donc l'objectif, c'était pas d'externaliser la R&D au sens littéral, hein, ou de mettre en compétition nos équipes avec les tiennes, hein, bien au contraire. On était il y a 2 ans, en fait, on était vraiment sur un travail de fond en fait sur la marque et sur l'offre produit. Et quand je dis de fond, c'était vraiment en profondeur, hein, c'est-à-dire c'est un travail à 360 degrés, de l'amont à l'aval, hein, c'est-à-dire des pratiques culturales, la production, la qualité, la transformation, et puis tout ce qui était vente, commercialisation. Donc on a vraiment voulu travailler l'ensemble en fait de la chaîne et en profondeur. Et pourquoi on a fait appel à vous? C'est parce qu'on avait besoin de faire ce travail-là évidemment avec les compétences internes, mais aussi on avait besoin de quelqu'un pour nous aider à ouvrir les chakras, comme on dit. On avait besoin aussi de renforcer en fait la vision extérieure et de le faire sans contrainte et à spectre large, hein. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en interne, et même quand on a des équipes de grande qualité, c'est le biais de toute organisation. En fait, on a toujours le risque de rester dans les habitudes, d'enchaîner les projets et de rester finalement sur les mêmes réflexes. Et on avait vraiment besoin en fait de cette étincelle-là et d'avoir une ouverture beaucoup plus large. Donc, ce qu'on a été chercher chez toi, hein, chez vous, dans tes équipes, c'est à la fois une compétence.
Donc, on avait une équipe Possible Futur avec vraiment des expertises fortes, variées, hein, puisqu'on avait des ingénieurs agro, des spécialistes de l'emballage, de l'industrie, des financiers, des marketeurs, des strat planners. Donc, on avait vraiment une équipe restreinte, mais avec des compétences complémentaires assez fortes. Et puis, une curiosité, une envie. Ça nous a beaucoup plu aussi, hein. Les sujets qu'on a traités ensemble, on sentait une envie chez nous, mais également chez vous. Et ça, c'était vraiment un point important. Et ce qu'on a cherché aussi, c'était d'avoir cette ouverture, mais aussi cette capacité à aller assez loin, finalement, dans le travail en fait, des différents projets, des différentes pistes, et de descendre assez loin dans la granularité, hein, puisque l'objectif, c'était pas uniquement d'avoir des idées, mais c'était vraiment de les tirer en fait, jusqu'au bout pour voir en fait, leur faisabilité, leur potentiel et la capacité à opérationnelle ou pas à les transformer. L'autre intérêt aussi de travailler avec vous, c'était d'avoir cet esprit TPE en fait, hein, très petite entreprise, rapide, agile, ce côté dynamique, coup de fouet. Donc ça, c'était aussi ce qu'on cherchait en complément de nos équipes. Et puis, on vous avait donné un challenge en fait assez fort, hein, c'est on s'était donné 3 mois. Donc le brief, c'était 3 mois en mode commando pour délivrer un maximum de pistes dans un temps court et d'avoir, au-delà des pistes, hein, comme je l'ai dit, des propositions clés en main. C'est-à-dire en disant, finalement, on tire jusqu'au business model et donc, finalement, d'avoir sur la table des propositions qu'on était capable ou pas d'activer, en fait. Bon, c'est presque gênant, hein, tous ces compliments. Mais bon, du côté de vos équipes, comment ça a été ressenti? Pourquoi ça a marché là où on aurait pu imaginer que les équipes dossiers refusent de travailler avec encore une équipe de consultants externes? Oui, bah ça c'est le management du changement ou de la transformation, c'est-à-dire qu'il fallait pas que ce soit vécu comme une opposition ou une compétition, il fallait vraiment que ce soit vu comme une association et une complémentarité, hein. Donc on a vraiment en fait créé ce dispositif en bulle, hein, c'est-à-dire et je pense que le fait d'accélérer le timing, c'était vraiment important, d'avoir mis un rythme en se disant finalement on a 3 mois pour délivrer ensemble avec les équipes Possible Futur et avec Dossi pour délivrer et concevoir. Ça, c'était très important. Finalement, c'est d'embarquer tout le monde dans ce rythme court, intense. Et finalement, c'est de travailler sur cette phase d'idéation en fait, qui a été très importante, puisque finalement, ça a permis de mettre très vite sur la table un certain nombre d'idées. Alors, on avait pas mal d'options. On a parlé du bio, on a aussi travaillé sur la consigne, on a travaillé sur le vrac. Et sans me tromper, je crois qu'on a ensemble généré 80 idées, 6 concepts. Donc, c'était quelque chose d'assez riche. Et évidemment, l'objectif, c'était pas d'aller au bout du bout de chacun de ces projets, mais c'était vraiment d'avoir l'exploration de toutes les possibilités. Et à partir de là, de choisir quelle bataille on avait envie de prendre et de mener, en fait. Donc, ce timing à la fois très court, très intense, nous a donné de l'avance, hein, sur ces sujets-là, nous a donné suffisamment de matière pour explorer ces pistes-là et de regarder finalement est-ce que c'était faisable, quel était le retour sur investissement. Évidemment, on aurait pu faire ce travail-là en interne, mais on n'aurait pas pu le faire à ce rythme-là et à cette cadence-là, et aussi aller aussi loin finalement dans la partie chiffrage en fait. Donc c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire c'est dans un temps très court d'avoir cet éclairage et cet éclairage assez fin pour pouvoir décider. Et encore une fois, la décision, elle nous appartient, hein. On l'a fait avec nos propres règles, avec nos propres contraintes, avec nos propres objectifs. Mais le rôle de Possible Futur, ça a été de nous apporter finalement ce choix assez large et vraiment travailler dans un laps de temps très court. Tu me parlais aussi d'un autre bénéfice plus interne dans les équipes. Oui, c'est-à-dire que ce mode de fonctionnement finalement ouvert, multifonctionnel, interne-externe, ça a permis, nous on a mis aussi toutes les fonctions autour de la table, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé des expertises variées qu'il y avait chez Possible Futur. Finalement, en miroir, on a mis les mêmes expertises en face. Donc, il y a un bénéfice, je dirais induit ou indirect, c'est que finalement, ça a aussi aidé
dans l'entreprise à faire en sorte que tout le monde travaille dans un délai très court sur une même ambition et sur plusieurs objectifs et plusieurs projets. Et donc, finalement, moi, c'est ce que j'appelle le construire ensemble, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est renforcer la communication inter-entreprise, interfonction, renforcer le collaboratif. Et finalement, tout ça, ça permet de gagner en maturité, en vitesse et en souplesse. C'est aussi un des facteurs de succès en fait d'une innovation, hein, c'est cette capacité à aller vite. Une fois qu'on a une idée et qu'elle est suffisamment solide, c'est de se dire ok, on l'a, on y va et on fonce. Et finalement, c'est de mobiliser les compétences, les expertises et les fonctions entre elles. Tu penses que ça, c'est quelque chose qu'il faut refaire régulièrement? Oui, oui. Alors, ça, c'est mon point de vue, je dirais individuel, mais c'est aussi de ce qu'on a vécu ensemble. Je pense que ce temps d'accélération, ce coup de fouet, en fait, je dirais qu'à un rythme de 2-3 ans, c'est important parce que ça permet de se remettre en question, de se challenger utilement, efficacement. Ça permet d'avoir ce tour d'horizon à 360 degrés avec l'œil à la fois externe mais en même temps expert. Et finalement, je pense que avoir régulièrement en fait ce moment ensemble, je pense que c'est une très bonne chose pour l'organisation. Réfléchir sans contrainte, générer des idées, les explorer et ensuite décider. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on essaiera de maintenir et de refaire de manière régulière en fait pour garder en fait cette dynamique-là et ce coup d'œil en fait salutaire et encore une fois d'explorer des pistes qu'on n'aurait peut-être pas été sur lesquelles on n'aurait peut-être pas été aussi loin aussi rapidement. Et ça vous a pas donné envie de créer une fonction innovation en interne chez Dossi ou chez Eureden? Alors on a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois au niveau du groupe, on a une cellule innovation qui est chargée à la fois de travailler sur un certain nombre de sujets et d'enjeux en fait au niveau du groupe, de travailler avec les branches et avec les business units. Donc ça on l'a. Après on a effectivement des équipes R&D, on a des équipes marketing qui sont là pour développer effectivement. En gros, ils travaillent sur les protéines végétales. Ouais, quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ouais. Voilà. Donc je disais effectivement, d'un point de vue innovation. C'est très technique. C'est très technique et tout, hein. Les chercheurs et tout, mais… Oui, on va essayer de couper son micro. Tu peux le faire, Nicole, s'il te plaît? Couper le micro, j'en ai pas pour longtemps. Merci. Oui, donc l'innovation, elle se fait à plusieurs niveaux. Au niveau du groupe, effectivement, travailler sur des enjeux plutôt macro et groupe, tout en accélérant en fait, dans les branches. Voilà, pour autant, et les business units, je pense qu'il est important en fait pour moi, enfin, c'est ma conviction, je crois beaucoup au modèle d'entreprise ouverte. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut marier les compétences internes, mais également aller se sourcer à l'extérieur quand c'est utile, quand c'est pertinent. Et je pense que véritablement, c'est pour moi le meilleur couplage, le meilleur mariage qui puisse exister. C'est vraiment d'associer en fait les compétences internes avec les compétences externes et toujours regarder en fait cet esprit, ce regard ouvert en fait. Et dans un modèle encore plus ouvert, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher pour apporter plus de valeur à ces projets, selon toi? Je pense que l'innovation, elle est multiple par définition, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sur les produits, elle est sur les services, elle touche toutes les parties de l'entreprise. Et quand je dis nous, entreprise, je parle de l'ensemble de la filière. Donc l'innovation, elle peut se faire évidemment au niveau agricole, elle se fait au niveau industriel et produit, évidemment. Elle est, alors je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais elle peut à la fois être sur des petits détails. Et je pense que ce qui est important, c'est de dire que chacun dans une entreprise est acteur en fait de cette innovation. C'est-à-dire qu'un opérateur sur ligne peut être aussi et doit être considéré comme un acteur du changement et de l'innovation. Et je pense qu'il faut aussi mettre en place des structures, je dirais, d'écoute et d'échange à tous les niveaux de l'entreprise sur le thème de l'innovation. Parce qu'encore une fois, la meilleure innovation, elle est connectée quand même au métier. Elle doit être proche finalement du métier, elle doit être proche du client intermédiaire, du client final. Et donc, effectivement, il faut que
Évidemment, la R&D et le marketing sont en première ligne, mais toutes les fonctions de l'entreprise y contribuent. Je pense que ça, c'est super important. Et puis, encore une fois, aller chercher à l'extérieur les compétences, les envies, la dynamique qui peuvent booster celles qui sont en interne. Donc, l'idée pour moi, c'est pas d'externaliser la R&D, mais c'est d'aller challenger, bousculer dans le bon sens du terme les ressources internes et de les confronter finalement à l'extérieur et à une nouvelle méthode. Je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel. Bon, on arrive à la fin de cet échange, hein, ça a été rapide, mais et c'est vrai qu'au-delà du challenge organisationnel que tu décris, nouvelle méthode, changement de mindset, on sent que les entreprises comme Dossi, Eureden ont décidé de passer à l'action. On n'est plus dans la diffusion d'innovation de gadgets, celle qui consistait à modifier son offre ou lancer quelques nouveautés produits qu'on appelait innovation. Ce qu'on détecte maintenant, nous, en effet, on est très content, hein, c'est l'envie de changer la donne, de continuer à créer de la croissance, des revenus, de l'emploi, mais de manière durable et surtout dans le respect de l'environnement et des individus. Et ça, on aime beaucoup. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup, Nicolas. Merci. Merci à tous les deux. Du coup, on va passer la parole à un autre duo. Donc, Mathieu Legac et Christine Fontenot, qui ont eux aussi un retour d'expérience à nous faire. Mathieu, Christine, c'est à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, je vais me présenter en quelques mots. Je suis le CEO et cofondateur de Startup Alas. C'est une entreprise qui existe depuis 6 ans et notre métier est assez particulier. On crée des accélérateurs de startup pour le compte de grandes entreprises. Donc, notre mission, finalement, c'est de faire de la R&D externalisée avec des startups dans un mode un peu commando parce qu'on crée finalement des programmes d'accélération de startups. Très concrètement, en fait, il y a 5 ans, pour revenir sur l'histoire de pourquoi on en est arrivé là avec Christine, c'est le premier groupe à nous faire confiance, c'est le groupe Ouest France qui nous a dit, bah voilà, nous on veut faire mal aux adducteurs, je reprends vraiment les mots, et donc du coup travailler avec des startups pour challenger nos nouveaux produits, etc. Et donc on a lancé ce mode de fonctionnement-là. Quelques années plus tard, c'est French AssureTech qui représente un groupement de mutuelles d'assurance qui là vont un peu plus loin et se disent bah, nous, Maïf, Massif, Groupama, Covea, etc., face à des mastodontes qui innovent, eh bien, on a décidé d'unir nos forces de l'innovation et de créer un accélérateur de start-up vraiment tous ensemble. Et du coup, ça c'était un deuxième bouleversement de se dire, bah voilà, on se met à plusieurs entre concurrents pour innover. Et face à ce mode de fonctionnement qui fonctionne très bien avec les mutuelles, nous, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait renouveler cette expérience dans un autre domaine? Et à la base, même si on est de plus en plus parisien aujourd'hui, on est une entreprise nantaise. Et on s'est dit, bah, quel secteur finalement d'activité on pourrait renouveler un mode de fonctionnement à plusieurs comme ça. Et assez naturellement, bah, forcément, Nantes étant positionnée entre les Pays de la Loire, la Bretagne, eh bien, on s'est dit l'agroalimentaire, forcément, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on a pris notre bâton de pèlerin pour raconter un petit peu la belle histoire de French AssureTech, ces mutuelles qui se mettent ensemble, de Ouest France qui crée cet accélérateur de start-up et de dire, bah, est-ce que ça vous intéresserait pas de faire un accélérateur de start-up comme ça? Et c'est là qu'entre en jeu Sodebo, Brioche Fontenot. Et je vais tout de suite passer la parole à Christine pour raconter un peu cette aventure. Christine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter Brioche Fontenot? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, Christine Fontenot, directrice générale Brioche Fontenot. Donc, Brioche Fontenot est une entreprise vendéenne spécialisée dans la fabrication de brioches et de gages vendéennes vendus sous signe officiel de qualité, donc label rouge, IGP et bio. Donc l'aventure a commencé à la fin des années 70 avec nos parents qui ont racheté une petite boulangerie artisanale en plein cœur du bocage vendéen, à Chavagnes-en-Paillé pour ceux qui connaîtraient. Et c'est là où notre père avait réalisé son CAP BEP de boulanger-pâtissier. Voilà, donc
l'aventure continue aujourd'hui, donc avec Mathieu, on est la 2e génération. On est entouré d'une équipe de 240 collaborateurs autour de 3 sites de fabrication, tous situés dans un périmètre de 20 km autour de Montaigu-Vendée. En quelques chiffres, on produit 30 millions de brioches à l'année aujourd'hui, enfin sur l'année dernière, et on a une activité à l'export, c'est 30% de notre activité. Et pour montrer quelques engagements forts, aujourd'hui, on est une entreprise qui est très ancrée dans le territoire et 98% de nos ingrédients proviennent de France et plus de 65% des œufs qu'on utilise sont hors cage. Voilà, pour montrer quelques engagements de l'entreprise. Du coup, pour en venir sur le thème du jour, de cette forme de R&D externalisée, là, c'est une forme très particulière parce qu'on parle d'accélérateur de start-up. Donc, du coup, ça veut dire explorer des collaborations avec des startups et du coup des grandes entreprises. Qu'est-ce qui finalement t'a convaincu de rejoindre ce dispositif, cet accélérateur aux côtés de Sodebo? Il y a plusieurs choses qui nous ont vraiment séduits dans ce programme. Déjà, il y a une phrase qui a été dite par Monsieur Facon que je rejoins à 200%, c'est réfléchir sans contrainte. Notre difficulté à nous, c'est de chaque fois qu'on a une idée, on voit la contrainte industrielle derrière. Et là, c'était s'ouvrir le champ des possibles sur des enjeux qui, pour nous, sont stratégiques, sur lesquels on a des vraies responsabilités en tant qu'acteur agroalimentaire, comme les emballages, et sur lequel il faut aller vite. Donc, le côté aller plus vite, plus loin, on se disait qu'il fallait qu'on fasse appel à des connaissances externes, surtout sur des sujets dont on n'a pas forcément l'expertise. Si on regarde l'emballage, nous, on est des producteurs, on sait travailler le côté manger mieux, manger sain en termes d'ingrédients, de recettes. Par contre, quand on vient toucher à l'emballage, nous, on n'a pas cette expertise en interne. Et pourtant, c'est de notre responsabilité aussi. Très clair. Du coup, finalement, ça a commencé il y a assez longtemps, cette aventure, plus de 2 ans et demi, avant qu'on arrive à convaincre des premiers industriels à nous faire confiance, à embarquer dans cette aventure-là. Et l'étape clé, c'était déjà de mettre en commun des enjeux prioritaires d'innovation. Autrement dit, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire que vous vouliez travailler ensemble sur cette question des emballages compostables d'une part, réutilisables d'autre part? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où vous avez décidé de choisir cette typologie de start-up et d'enjeux prioritaires d'innovation? Donc, on s'est rencontrés en novembre 2019 avec Sodebo et on a mis sur papier nos enjeux stratégiques et prioritaires. Et il se trouve qu'on s'est vraiment rejoint sur différents thèmes qu'on a identifiés. Donc, celui qui sortait en priorité était le thème des emballages, clairement. Donc, c'est le thème de cette première saison. Ensuite, on s'est rejoint sur les thèmes des ingrédients, sur la nouvelle forme de distribution et de communication B2C. Voilà. Le projet avec le Covid a pris un petit peu de retard puisque du coup, vous étiez focus sur structurer la production de vos entreprises avec les nombreux aléas. Mais du coup, en septembre, vous avez décidé de relancer activement le projet. Pourquoi? Du coup, oui, on a traversé donc la période que tout le monde connaît, Covid, où toutes les priorités ont changé pendant cette période. Et puis en septembre, on a voulu remettre une grosse dynamique parce qu'il faut continuer à innover, il faut continuer à penser à demain. Et les enjeux qui étaient avant Covid le sont toujours aujourd'hui, donc il faut aller encore plus vite aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a lancé le programme en identifiant la thématique des emballages prioritaires. Ok, du coup, on a lancé effectivement un focus de sourcing de notre côté Startup Palace sur des startups qui travaillaient sur les questions des emballages. Mais comme on n'avait au départ, on ne savait pas dans quel secteur on s'engageait et si on allait sourcer suffisamment de startups. On a aussi quand même regardé des startups dans les autres enjeux prioritaires. Et in fine, c'est comme ça que pour cette première saison, ce premier batch, comme on parle dans le domaine des programmes d'accélération de startups, on a reçu 32 candidatures. Donc quelques-unes sont étrangères.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, l'organisation de ces sélections? Comment est-ce qu'on passe de 32 candidatures et puis on y viendra à finalement 4 startups qui embarquent dans le programme? Donc, c'est là l'intérêt de travailler avec une entreprise comme Startup Palace. C'est qu'il y a eu beaucoup de candidatures, effectivement, que Startup Palace, donc vous avez fait une première présélection que vous nous avez présentée. De cette première présélection, on en a retenu 10. On s'est réunis avec Sodebo et là, on a eu des entretiens visio d'1 heure avec chacune des startups. Et on a eu de vrais échanges avec eux en toute transparence avec nos 2 entreprises. Et c'est là où on s'est rendu compte que vraiment le côté co-construction entre entreprises du même secteur mais étant pas concurrentes est vraiment très très intéressant parce que on a notre vision, on a nos contraintes, on a nos enjeux, ils ont les leurs, mais en fait les deux s'enrichissent et ça nous permet de couvrir d'aborder les réflexions plutôt sous un angle 360 que 180 en fait. Et c'est là où on s'est dit que oui, le faire entre plusieurs entreprises, c'était quand même très intéressant. Après cette qualification du coup des startups, du coup on a organisé un Selection Day avec le fameux exercice du pitch, l'élévateur pitch et des questions-réponses. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as vécu l'événement? C'était une belle expérience. Ça fait partie du concept startup, chose qu'on n'aurait nous jamais fait en interne. Mais ça a créé de l'émulsion aussi en interne. Ça fait un petit événement à partager. Ça montrait la dynamique du projet. Donc, les 5 startups qu'on avait présélectionnées nous ont donc fait un pitch. Donc, on était encore Sodebo, Brioche, Fontenot à les interroger ouvertement pour faire notre sélection finale. Justement, un peu comment ça s'est passé, c'est parce qu'il y a un moment donné, il faut faire un choix Oui. un peu en commun. Oui. Comment ça s'est passé, un peu les critères de sélection? Comment est-ce que vous êtes entendu là-dessus et notamment peut-être sur le bon niveau de maturité des startups? Alors, on a eu un peu de tout. On a eu des startups effectivement qui étaient déjà trop matures pour nous, où là, on rentrait vraiment dans le concept fournisseur-client. Donc, on s'est dit que c'était pas le but du programme. On a eu des startups qui étaient trop jeunes, très jeunes pour pouvoir aboutir à une solution sur le premier programme. Et donc, il fallait trouver un intermédiaire. Et puis, au niveau des sujets présentés, il y a eu 2 thèmes majeurs qui se sont qu'on a vu, c'est le côté réutilisable et le côté compostable. Autour des emballages. Ouais. Donc, c'est sûr que ce qui n'est pas forcément facile à comprendre de prime abord, c'est que on est sur un accélérateur de start-up, mais qui vise à faire de la co-création entre ces fameuses start-up et ces fameuses grandes entreprises, puisque d'un côté, ces start-up, elles recherchent ce qu'on appelle des terrains d'expérimentation, des futurs clients, des endroits où on peut expérimenter à grande échelle sur des lignes de production. Et donc, du coup, il faut qu'elles soient pas trop matures parce que sinon, c'est dommage, on rentre dans une relation client-fournisseur simple. En écho, je ne sais pas s'il y a des micros ouverts. Merci de les couper. Désolée, hein, Mathieu, de t'avoir ou pas trop jeunes parce que si elles sont juste au stade de l'idée, bah, ça ne marchera pas parce qu'elles n'auront pas la capacité à exécuter aux côtés de l'industriel, être présent au rendez-vous pour itérer de manière extrêmement rapide pour faire des tests sur des lignes de production. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les 4 startups que vous avez décidé de sélectionner? Du coup, il y en a 2 qui sont dans les emballages réutilisables et 2 dans les emballages compostables. On commence par les compostables? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, en tant qu'industriels, quand on a commencé la démarche, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait en fait. Clairement, on n'a jamais approché le monde des startups. On savait que c'était un monde qui était très dynamique. Néanmoins, on ne savait vraiment pas où on allait. Et la sélection des startups nous fait dire que vraiment, c'est super intéressant d'aller dans cette direction parce que on a sélectionné effectivement 4 startups, donc 2, comme disait Mathieu, sur le thème du compostable. Donc, on a une société une startup qui s'appelle Carbiolis, qui a mis en place qui a développé un enzyme pour les plastiques végétaux qui permet la compostabilité en moins de 200 jours.
en home compostable, donc compostable à la maison, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Et puis une start-up néerlandaise qui, elle, fabrique un matériau qui n'est pas du plastique à partir de déchets issus de brassage de bière. Pardon. Et ensuite, on a 2 sociétés dans le réutilisable, donc une start-up nantaise, Bernie, et une start-up qui s'appelle Usage. Qui est basée, elle, pour le coup, à Paris et qui développe pas mal de systèmes de lavage. Ils ont une usine de lavage à Paris, en banlieue parisienne, et puis une du côté de Rennes, si je dis pas de bêtises. Donc, effectivement, et là, l'idée sur ces 4 startups, le programme a commencé il y a 15 jours maintenant pour 9 mois. Et l'idée, c'est de mener des collaborations très, très concrètes pour se déployer. Comment est-ce que tu sens un peu les choses? C'est quoi ton ressenti par rapport à ces premiers contacts avec ces entrepreneurs? Ce qui est très intéressant, c'est ce côté, comme disait M. Facon, la notion de rythme. Le fait d'externaliser nous permet de mettre une dynamique supplémentaire et d'aller plus vite. Aujourd'hui, on a en face de nous des gens qui sont extrêmement motivés, qui ont envie de challenger leur inno et voir nos contraintes, découvrir nos contraintes, voir nos outils, voir comment leur solution peut s'adapter et comment on peut aboutir à une solution définitive aussi bien pour eux que pour nous. Donc on sent l'envie, on sent la dynamique et ça, on ne l'aurait pas fait en interne, clairement. Et encore une fois, c'est pas externaliser pour externaliser, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est externaliser pour challenger, faire avancer et co-construire, vraiment, sur des sujets où peut-être nous, on n'a pas les ressources suffisantes en interne, on a des compétences qui sont complémentaires, mais on n'a pas vraiment la matière grise sur le sujet. Du coup, peut-être pour faire aussi un témoignage côté Startup Palace avec ce regard où les startups nous confient un certain nombre de choses. Pour donner peut-être quelques anecdotes, à Outlander, donc Laurie qui est sa cofondatrice, vraiment elle était en pleurs de savoir que du coup elle allait pouvoir tester son produit potentiellement à grande échelle avec Brioche Fontenot, etc. Et on voit dans les premiers ateliers de travail qu'il y a un début de confiance qui est en train de se créer. C'est vraiment une aventure humaine et c'est vraiment assez chouette de voir ça parce que le champ des possibles est assez important. Mais je rejoins complètement le côté aventure humaine. Je me permets de compléter parce que au-delà de l'inno, il y a aussi l'humain. Il y avait des startups qui avaient des très belles inno, mais il faut que ça matche avec la culture d'entreprise, il faut que ça matche avec les valeurs, il faut que ça matche avec les équipes parce que chacun de notre côté, on n'y arrivera pas. Donc l'innovation, certes, est importante dans le côté startup, mais l'humain et l'équipe qui la compose est tout aussi important. Pardon. Et justement, c'est quoi les parties prenantes qui sont impliquées dans le programme? Qui est impliqué côté Brioche Fontenot? Alors nous, en tant que dirigeants, donc on met vraiment une grosse dynamique sur ce programme et on a nommé en interne des parrains marraines pour suivre les startups au travers d'échanges hebdomadaires, d'ateliers que vous avez vous prévus au niveau calendrier. Et puis pour faire des tests, donc notre ingénieur R&D notamment, le service qualité est mobilisé. Et puis quand visite il y aura, tous les services vont être impliqués dans les ateliers. C'est très clair, effectivement, côté un peu prise de hauteur et puis des personnes opérationnelles qui permettent de vraiment faciliter au sein de l'entreprise les tests avec les startups pour que ce soit vraiment efficient. Alors, du coup, une question, est-ce que c'est pas un peu étrange de partager ces projets d'innovation aussi avec des potentiels concurrents? Alors, je pense que la clé de réussite de ce genre de programme consortium, en tout cas à plusieurs entreprises, c'est de ne pas être concurrent direct. Après, j'entends ce que ton exemple, ton bel exemple avec la French AssureTech et le monde de l'assurance. Je pense pas que ce soit duplicable dans le monde de l'agro. Par contre, entreprises du même secteur, mais pas concurrentes directement, oui, il y a de belles choses à faire parce qu'au final, même si on n'a pas les mêmes contraintes, on a les mêmes enjeux.
Et on a des expertises chacun différentes et on peut vraiment s'entraider et grandir ensemble. Et avec Sodebo, on est aussi voisins, donc vendéens. Donc, voilà. Et puis alors du coup, on peut pas révéler encore, mais en fait, il y a 2 autres partenaires qui ont rejoint un peu in extremis le programme. On fera l'annonce dans quelques temps. Du coup, ce qui explique aussi que la dynamique, elle se fait à plusieurs. Comment ça se passe du coup, la répartition peut-être un peu des coûts, des projets, comment est-ce que ça s'organise tout ça? Parce que c'est un peu contre-intuitif d'être à plusieurs pour innover. Bah là, tu pourras compléter parce que c'est vous qui mettez la dynamique et c'est vous qui mettez la méthodologie. Mais en termes de fonctionnement, donc il va y avoir des ateliers, chacun va évoquer ses problématiques, essayer de trouver des solutions ensemble. On en suit 2 vraiment, enfin chaque entreprise a défini 2 startups qu'il allait suivre vraiment. Après, on va bénéficier du partage d'expérience des autres startups et des autres entreprises qui vont avancer sur d'autres thèmes comme le réutilisable. Donc, même si on n'est pas impliqué à 100%, on bénéficie dans ce programme de co-construction entre entreprises des avancées qui se font sur d'autres domaines. Ouais, la formule qu'on emploie pour bien expliquer la démarche, c'est que du coup, on paye quelque part, enfin l'industriel paye pour accompagner un projet spécifique de co-création avec une startup, mais l'intérêt, c'est qu'il bénéficie des retours d'expérience de tous les membres du consortium, du coup, pour se forger des convictions sur des enjeux d'innovation connexes. Si on prend l'exemple pour vous, Brioche Fontenot, vous accompagnez pas directement Bernie, qui est sur les emballages réutilisables consignés en inox. Mais du coup, vous allez beaucoup apprendre du partenariat avec Sodebo et ça vous permet de gagner de la vitesse parce que vous suivez le projet malgré tout au moins tous les trimestres pour voir comment il avance et peut-être que demain, vous allez le déployer chez vous, quoi. Une ou 2 dernières questions et on laissera place justement aux questions des participants. C'est quelles sont les erreurs à pas commettre pour entrer dans une démarche comme ça avec des startups? Alors, je parle pour nous. L'erreur aurait été d'y aller seul, clairement, parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. C'est un monde qui fonctionne différemment de nos entreprises. On n'a pas les mêmes motivations. Et c'est important de se faire accompagner dans une telle démarche. Et c'est aussi très formateur pour nos équipes de passer par des entreprises comme vous, enfin, voilà, dans toute transparence, dans le sens où il y a quand même tout un processus de formation pour bien suivre les startups sur la notion de conduite du changement. Donc, les personnes, en tout cas, qui vivent l'aventure chez nous, donc les parrains, marraines des programmes, sont hyper enthousiastes et très contents. Bon, bah, super, ça fait plaisir à entendre. On vous rend la main, Lania, et en tout cas, merci Christine pour ce témoignage autour de cette dynamique d'accélérateur avec les startups. Merci à vous deux. Du coup, on enchaîne avec le dernier intervenant, Christophe Talek de Hello Tomorrow. Tu as une présentation, Christophe, je crois. Alors, j'ai une présentation. On va te donner la main du coup pour la diffuser. Alors, je ne suis pas encore présentateur, j'ai juste besoin de l'accès pour partager mon écran. Super. Et voilà, et ben, c'est parfait. Alors, bonjour à tous. Enchanté, merci de ces premiers justement témoignages dans ce webinaire. On nous a confié la tâche de vous inspirer un petit peu sur ces startups porteuses de technologies émergentes et qui sont vraiment un vecteur d'accélération, voilà, de votre transformation, qui développent pendant des années des solutions de pointe qui arrivent aujourd'hui à maturité. Et je vais vous présenter un petit peu notre monde. Auparavant, quelques mots sur nous. Donc, Hello Tomorrow, on fête nos 10 ans cette année. Moi, je suis Christophe Talek, je suis le directeur général d'Hello Tomorrow sur la partie services et conseils aux entreprises, aux organisations. On a commencé historiquement par une grande compétition internationale. On est aujourd'hui la
plus grosses compétitions de start-up qu'on appelle Deep Tech, donc à forte intensité technologique. Vous avez par ailleurs vu le plan Deep Tech de BPI France. La presse s'emparait de ces sujets encore plus activement récemment. Voilà, pour l'Europe, pour la France, on sait qu'on a un atout à jouer sur ces startups et que vraiment, elles apportent beaucoup de bénéfices et de nouveaux cas d'usage, voilà, à toutes les industries et notamment dans l'agroalimentaire. On fait un événement annuel. Donc nous aussi, dans une certaine mesure, le Covid nous a compliqué un petit peu les choses voilà, ces 2 dernières années. Cette édition en 2021 aura lieu en décembre. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Et c'est un moment sur lequel on fait se rencontrer des grandes coopératives, des acteurs de taille plus intermédiaire, avec ces startups qui viennent du monde entier, des investisseurs, des institutionnels, pour découvrir ces technologies émergentes. Et donc, plus récemment, on a développé des services pour collaborer avec ces startups, vous aider à poser les bons cas d'usage et puis l'industrialisation, qui est vraiment un facteur sur lequel il reste une complexité, notamment au moment du passage à l'échelle, et on va y revenir. Et enfin, on développe des formats très pratico-pratiques pour découvrir le potentiel et ces cas d'usage apportés par ces technologies émergentes. Donc, dans notre communauté, finalement, chaque année, c'est plus de 5000 candidatures qu'on a et la part de l'agroalimentaire et de l'ag-food augmente chaque année. Donc, l'année dernière, on était à 7%, ce qui représente 1265 startups vraiment dédiées au sujet à travers, en fait, les dernières années de sourcing qu'on a eu. Aujourd'hui, on tient une base de données à jour des meilleurs chaque année voilà, de ces compétitions. Donc, 1265 startups actives dans le monde sur ces sujets et notamment 108 startups françaises. Quand on parle de technologies émergentes voilà, dans l'agroalimentaire, on a finalement 4 grandes familles qui se dessinent et qui se confirment pour vous accompagner à plus de, on va dire, résilience, agilité, transparence, et effectivement transformation de vos outils sur toute la chaîne de valeur. Donc, au niveau de l'élevage et la culture, c'est plutôt les outils d'aide à la décision, l'automatisation des exploitations, on va y revenir, et puis l'ingénierie génétique et le biocontrôle, avec de nouvelles alternatives aux phytosanitaires. Au niveau de la transformation voilà, et de traitement, il y a l'industrie 4.0 que beaucoup d'acteurs ont commencé à toucher, que ce soit l'industrie avec les premières comment dire serres ou solutions voilà complètement automatisées jusqu'à des fermes pilotes. Donc là aussi l'écosystème français s'empare de ce sujet d'industrie 4.0 et puis les biotechnologies et enfin des sujets liés à la distribution. Dans le hop là, pardon, je me rends compte qu'il y avait une gêne sur l'écran. Donc du coup, est-ce que ça marche? Alors, pardon, en fait, il faut que je garde ça pour avoir le contrôle. Dans les cas d'usage les plus emblématiques, récemment, on peut en citer 2 très concrets. Donc, le premier, c'est Javelot qui développe des thermomètres en fait d'à peu près 2 mètres de hauteur et qui vont aussi servir de capteurs pour les zones de stockage et pouvoir suivre voilà, et piloter les stocks de matières agricoles. Avec InVivo Group, ils ont collaboré depuis 2018 à l'expérimentation de leurs solutions sur le terrain, à comprendre mieux la proposition de valeur auprès de tous les acteurs agricoles. Et ça n'aurait jamais pu se faire sans cette intégration de la technologie nouvelle et son exploration de plein de cas d'usage potentiels, parce qu'on pouvait capter plein de paramètres. Et donc, du coup, le fait d'être en condition réelle de cette nouvelle technologie qui peut paraître abstraite,
souhaite au départ d'être sur le terrain et tester avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ça va permettre pour chacun des aspects de dérisquer le projet et de favoriser l'adoption de la communauté. Et on le rappelait en toute première intervention, mais effectivement, je pense que c'est important pour favoriser cette adoption qu'il y ait cette forme de co-création, qu'il y ait ce test sur le terrain pour que ça prenne. Un autre exemple, c'est Innovafeed qui, avec Tereos, ont trouvé une vraie relation de symbiose puisque Tereos, en fait, cet acteur betteravier, a plein d'éléments intéressants pour Innovafeed pour permettre de valoriser cette technologie, enfin ces coproduits qui sont issus de la première activité de Tereos. Innovafeed qui a levé 140 millions d'euros et qu'il a annoncé récemment pour monter son usine à côté des infrastructures Tereos. Et donc, ça montre que ces startups qui, il y a 5 ans, étaient peut-être encore balbutiantes, qui sortaient juste des laboratoires, qui commençaient à culturer l'écosystème, et aujourd'hui, elles sont matures, elles représentent des vrais potentiels de croissance et des vraies solutions passées à l'échelle pour ces industriels. Et pour que ça passe à l'échelle, il a fallu qu'ensemble, ils collaborent étroitement. Donc, du coup, sur cette collaboration, un point intéressant que je voulais vous citer de la part de Tereos et Innovafeed, et on avait récolté leurs témoignages dans un rapport sur en fait la collaboration des acteurs du monde de l'agro et des startups deep tech avec BPI France et France Industrie que vous pourrez retrouver au lien ci-dessous. Et donc Anne Wagner, directrice R&D de Tereos, et Bastien Auguery, le cofondateur d'Innovafeed, citaient finalement 4 facteurs de succès pour ces collaborations. Donc, il y a la compréhension du besoin et de l'intérêt de chaque partenaire au départ. Et si on est sur des technologies de rupture, et plus la rupture est forte et plus il faudra revenir sur ce besoin, cet intérêt à des étapes clés du projet, forcément, pour bien comprendre les enjeux du projet, sa propriété intellectuelle et puis la suite de son développement. Un deuxième point important, c'est un travail en pied d'égalité. Je pense que les interviews précédentes l'ont cité. C'est dans un esprit de co-conception, de co-création que se placent les acteurs du monde de l'agro et l'agroalimentaire et ces startups porteuses de technologies émergentes. C'est important de mettre de côté ces préjugés finalement pour ensuite prendre plaisir à travailler ensemble, parce que c'est ça qui va faire avancer le projet de manière efficace. Et puis surtout faire des tests en fait proportionnés. Avant que effectivement Tereos et Innovafeed nouent leur grand partenariat industriel, il y a eu tout un certain nombre de jalons pour pouvoir rythmer ces collaborations. Et pour rythmer ces collaborations, finalement, je voulais vous proposer pour rythmer ces collaborations, plusieurs moyens pour y arriver, à savoir être en posture d'exploration, être en posture de co-développement de produits, être en posture d'intégration de solutions sur étagère, être en posture de prise de participation d'investissement quand la startup va toucher un modèle peut-être très cœur de métier ou cœur de métier de demain. Donc, plein de formes sont possibles. Nous, effectivement, on commence les relations au sein d'Hello Tomorrow par donc des activités de sourcing. Effectivement, Startup Palace se citait précédemment. Le sourcing, c'est cette activité qui consiste à prendre les besoins d'un groupe, d'un acteur, définir les problématiques peut-être intéressantes, métiers, opérationnels, stratégiques, plus moyen terme, sur lesquels des technologies ou des nouveaux cas d'usage seraient attendus, et ensuite aller les chercher aux bons endroits. Donc, chez Hello Tomorrow, cette grande compétition avec 5000 candidatures par an, c'est finalement un réseau de
10 ans qu'on a mis à construire à travers le monde avec les centres de transfert de technologie, les universités, les accélérateurs, les incubateurs. Donc ça, c'est un exemple voilà, d'une année. En 2020, le type de solutions qui ont été sélectionnées parmi les finalistes. Donc il y avait Shockmix qui nous venait de Singapour, qui fait donc dans cette veine des startups qui s'attaquent aux protéines alternatives, comment dire, à la nourriture cellulaire et qui travaillent à développer des fruits de mer de viande qui viennent directement des cellules et non plus d'animaux. Il y avait Nanosure qui va remplacer les pesticides avec une modification des cultures, enfin une protection des cultures sans modification du génome. Orbem en Allemagne, qui est aussi un exemple intéressant, qui combine intelligence artificielle et imagerie par résonance magnétique pour détecter en fait dès l'œuf les poussins mâles et les sauver d'une mort inutile. Ou encore un dernier exemple que je peux vous citer, qui est Ubique-D aux États-Unis et qui là vient travailler sur la membrane des cerfs pour développer un filtre qui, au niveau vraiment à l'échelle nano, va changer le spectre du soleil et va permettre d'optimiser le spectre pour faire une croissance plus efficace des plantes. Donc ça, c'est un exemple, voilà, sur une année donnée qui peut être représentatif de où se transforme votre industrie. On a bien sûr d'autres catégories, industrie 4.0 et d'autres sujets qui permettent à l'agriculture ou à l'agroalimentaire de regarder demain ce qui viendra et qui aujourd'hui impacte d'autres industries. Et pour rendre efficaces ces collaborations, il n'y a pas de magie, il faut de la méthode, il faut un rythme et il faut des étapes clés. Clairement, c'est le message de nos deux premiers intervenants. Et donc, dans la logique de ces étapes clés, je voulais vous présenter un petit programme qu'on mène en ce moment avec OnePoint, qui est très représentatif des étapes habituelles qu'on va retrouver dans ce type de collaboration avec des startups innovantes. Et nous, dans le domaine des startups à forte intensité technologique, c'est encore plus important qu'on ait ces bons cadrages pour dérisquer plus tôt, parce que ça va être des sujets que on va dire la chaîne d'acteurs de l'agroalimentaire maîtrise pas forcément au départ, sur lequel toute leur intelligence va être nécessaire pour projeter ces technologies sur des nouveaux cas d'usage pertinents, importants pour l'industrie. Et donc en général, voilà, on peut retenir 5 étapes sur lesquelles il faut avoir un peu d'attention et travailler ces relations. C'est cette étape de cadrage pour être sûr qu'on soit d'accord sur les bons problèmes, les bonnes attentes technologiques. On avait des critères de maturité qui ont été évoqués aussi dans l'exemple précédent avec les brioches Fontenot. Donc, ce moment du cadrage permet de dérisquer ces attentes, ces ROI que va attendre le grand groupe et qu'attendront du coup en retour aussi les startups, que ce soit très clair. La phase de sourcing, où là, notre chance à nous, c'est que ce réseau qu'on a mis une décennie à construire nous permet vraiment, par rapport à des grands groupes industriels, d'être extrêmement pertinent sur la qualité des solutions qu'on source. Donc, un exemple dans le domaine de l'aéronautique, Airbus, qui pourtant est très fort sur son réseau de startups à l'international avec les BizLab, et finalement, on avait lu dans les 10 finalistes retenus de la centaine de candidatures d'une compétition qu'on a fait pour eux sur mesure, plus de 80% qui étaient nos finalistes, les Deep Tech Pioneers, qui sont les meilleurs des meilleurs chaque année de ces compétitions. Dans la phase de sélection, bien sûr, il faut être attentif à ces critères et aux sponsors qui vont être derrière pour suivre les projets. Et on sait que dans le domaine de l'agroalimentaire, en fait, la particularité de vos produits, la particularité des contextes parfois régionaux vont rendre en fait certaines solutions plus pertinentes que d'autres. Donc là, pareil, il y a des enjeux particuliers sur lesquels faire attention. Et finalement, en France comme en Europe, il y a un enjeu qui reste vrai, c'est la phase de passage de la preuve de concept à l'industrialisation. Souvent, ça va être simple par différents moyens d'arriver au lancement de pilotes, aux premières preuves de concept et à des tests terrain concluants, que ce soit sur des outils d'aide à la décision ou de pilotage comme Javelot. Mais pour passer à leur industrialisation, il va falloir clairement
accompagné par la méthode et par le rythme, cette fois-ci, votre organisation, et même pas que votre organisation, mais la chaîne de valeur et vos acteurs, vos partenaires, pour pouvoir intégrer efficacement ces solutions. Et donc, voilà en quelques mots ce qu'il faut retenir de ces collaborations entre acteurs agroalimentaires et startups deep tech. Elles existent, elles sont nombreuses, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont sur toute votre chaîne de valeur. Il y a des solutions très innovantes qui arrivent et sur lesquelles il faut une méthode, il faut un cadrage, il faut un rythme pour initier vos collaborations efficacement. Et pour conclure peut-être, c'est désormais certain qu'aucun acteur seul ne va pouvoir maîtriser ces technologies et leurs nouveaux cas d'usage qui finalement ne créent pas de la valeur seul, mais aussi en étant combinés pour penser voilà, des solutions en lien avec le contexte actuel et les attentes consommateurs. Donc je m'arrête ici et puis ravi de prendre vos questions dans la phase finale du webinaire. Merci beaucoup Christophe. Voilà, donc merci à tous les 5 pour vos interventions.